Bonsoir à toutes et à tous. J'imagine, bon appétit, c'est déjà fait. Moi, pas encore. Alors, je vais faire une vidéo que je vais essayer le plus court possible. À chaque fois, je dis ça et je fais des vidéos d'une demi-heure. Donc, cette vidéo sera sans spoilers. Elle va être courte parce que je vais vous faire un live d'ici quelques jours. J'attends qu'un maximum de personnes aient vu ce film. Je vous ferai un live avec des invités où on va décrypter, on va analyser et on va débriefer ce film à 100%. Et d'ici là, j'aurai eu le temps de le revoir plusieurs fois parce que Oppenheimer, je suis sorti de la séance, j'avais les larmes aux yeux. C'est d'ores et déjà mon film préféré de l'année. De tout ce que j'ai vu sur les films que j'ai vus cette année, c'est le meilleur et de très loin. Et de tous les films qui vont sortir d'ici la fin de l'année, j'ai regardé un petit peu les plannings. Je pense qu'il n'y en a aucun qui arrivera au niveau. C'est une claque, une gifle, une frappe atomique comme j'en ai rarement vu. La dernière fois que j'ai vu un film qui m'a autant marqué de Christopher Nolan, qui est un de mes réalisateurs préférés de tous les temps, c'était Interstellar et je l'avais vu 6 fois au cinéma. Les 3h01 que fait Oppenheimer, je ne les ai pas vus passer. Même s'il y avait eu une demi-heure de plus, ça m'aurait pas gêné. À partir du moment où il y a la qualité, où il y a le rythme, où c'est brillamment réalisé, pour moi la durée c'est pas un problème. J'ai déjà vu des films de 1h30 qui étaient plus longs à supporter. Que dire? Que dire si ce n'est c'est l'œuvre d'un génie, un génie parmi les mortels. J'ai envie de dire que Christopher Nolan, on a des génies en science, on a des génies en histoire, on a des génies dans tous les domaines. Christopher Nolan, c'est un génie dans le domaine du cinéma. C'est un homme dont le talent est rarement égalé, beaucoup critiqué par les mauvaises langues, par des gens qui n'ont pas fait grand-chose, voire qui n'ont rien fait dans leur vie. Je n'ai pas vu les critiques de mes collègues youtubeurs, donc je ne sais même pas s'ils ont apprécié ou pas le film. J'attendais de me faire mon propre opinion. Ce que je peux dire, c'est qu'il avait été très critiqué pour Tenet. Certains avaient osé dire que le mec ne savait pas écrire un film et qu'il parlait beaucoup pour rien dire. Je pense que quand on n'a pas le talent de Christopher Nolan, c'est difficile de critiquer négativement ses films. Il faut avoir un peu d'humilité. Là, on n'est pas sur une bouse du style Barbie. On est sur un film historique avec un H majuscule qui nous parle d'histoire, qui nous parle de personnages qui ont réellement existé, qui nous parle d'un sujet extrêmement profond et grave, qui nous parle de la bombe à hydrogène, qui nous parle de potentiellement quelque chose qui aurait pu anéantir notre planète, qui a anéanti des centaines de milliers de personnes. Il nous parle de quelque chose qui a marqué un tournant décisif, non pas dans le XXe siècle, mais dans l'humanité. Et dans 100 ans, 200 ans, 500 ans, on s'en souviendra encore, parce qu'il y a un avant et un après Oppenheimer et un avant et un après Hiroshima dans l'histoire de l'humanité. Donc, voilà, si vous n'avez pas aimé le film, pas de problème, mais il faut rester un peu modeste, il faut avoir un peu de l'humilité. C'est pour ça que j'ai vu des commentaires me dire sur la chaîne, j'ai vu des commentaires me dire ouais c'est une bouse, suppression directe de ce genre de message. C'est même pas acceptable. Si vous n'êtes pas capable de défendre avec des arguments pour dire pourquoi vous n'avez pas apprécié, il vaut mieux pas parler. Parce que à un moment donné, voilà, ayez un peu de modestie face à ce génie qu'est Christopher Nolan, qui s'investit à 1000% sur ses films. Christopher Nolan en tant que réalisateur, c'est Tom Cruise en tant qu'acteur. C'est-à-dire que Christopher Nolan repousse toujours ses limites, toujours. Et il fait du cinéma artisanal. C'est pas du film de super-héros dont on se souviendra pas dans quelques années, qui sont faits à la chaîne sur fond vert avec un cahier des charges du militantisme politico-idéologique. Ici, on est sur un amoureux du cinéma qui maîtrise la réalisation, qui maîtrise la caméra dans tout ce qu'on peut faire avec et qui nous livre un chef-d'œuvre sans effets spéciaux parce que les explosions, elles sont réelles. Alors bien évidemment, c'est pas des explosions atomiques, mais ça a été filmé de manière à ce qu'on a l'impression qu'il y a encore plus de puissance dans l'explosion. Mais tout est fait avec un soin, comme c'était le cas sur ses précédents films. C'est authentique, c'est concret, c'est palpable. Et c'est une interprétation de la part d'un casting. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon, c'était jouissif. C'était jouissif. Je parle pas au sens sexuel du terme. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'était galvanisant.
C'était galvanisant dans mon siège. J'étais là, je me disais, oh, ils ont mis tel acteur, ils ont mis telle actrice. Chacun ont leur moment de gloire. Chacun ont des dialogues percutants. C'est une iconisation, mais c'est pas juste une iconisation. C'est des propos profonds. C'est vraiment, on vit une page d'histoire. Quand on va voir Oppenheimer, on vit une page d'histoire. Et devant ça, il faut être humble. Face à un mec qui a écrit, réalisé, produit, qui a tout fait sur le film. Parce que oui, c'est Christopher Nolan qui écrit et qui réalise. Et quand il écrit, c'est toujours excellent. Même quand il n'y a pas son frère avec lui, Jonathan Nolan. Mais il maîtrise son sujet. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence avec les gens qui vont le critiquer négativement. Il maîtrise son sujet. Et il fait quelque chose que personne n'a jamais fait avant lui et que probablement personne d'autre ne fera parce qu'il n'y a pas d'intérêt à refaire un film sur Oppenheimer maintenant qu'on nous a livré cette masterclass. Et là, le mot qui est très souvent galvaudé, y compris par moi d'ailleurs, des fois j'utilise un peu trop ce mot, mais là, le mot masterclass prend tout son sens. C'est une leçon de maître. Une leçon du maître Christopher Nolan. C'est pas pour rien qu'il passe plusieurs années à peaufiner son film, à choisir le casting. Il a choisi chaque acteur pour les rôles. Et j'allais dire Tony Stark, Robert Downey Jr. dans le rôle de Lewis Strauss. Probablement le meilleur rôle qu'il ait eu. Certains diront Iron Man. Oui, c'est vrai, Iron Man a iconisé et a rendu populaire Robert Downey Jr., mais ne lui a pas permis de trouver, sauf peut-être avec Avengers Infinity War et Endgame, mais sinon ne lui a pas permis de montrer toutes les facettes de son jeu. Ici, vous avez des facettes de Robert Downey Jr. qui sont inexplorées dans ses autres films. Il arrive à être, mais incroyable. C'est incroyable ce qu'ils ont fait avec Robert Downey Jr. Cillian Murphy, c'est son meilleur rôle. Oui, vous le connaissez pour Thomas Shelby dans Peaky Blinders, mais ici, il est habité par le rôle. Et quand vous lirez dans les critiques que c'est un film d'horreur, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur, mais pas que. C'est avant tout un film historique. C'est un film de procès. C'est un film qui veut rétablir la vérité historique et à la fois intime sur Oppenheimer. C'est un film qui ne juge pas moralement, mais qui laisse au public se faire leur avis sur Oppenheimer. Il n'est jamais présenté ni comme un héros, ni comme un monstre. Et c'est pareil pour tous les personnages du film. Il n'y en a aucun qui sont présentés ni comme des héros, ni comme des monstres, alors qu'ils ont fait des actions monstrueuses, et même plus que monstrueuses. C'est un film qui a un amour pour l'histoire, une fascination pour la science. Et s'il y a peut-être une chose sur laquelle Christopher Nolan, on va dire, est engagé, c'est sur l'aspect scientifique des choses. Et oui, on peut faire une filiation entre Oppenheimer et Interstellar. Lorsque Oppenheimer nous parle des trous noirs, ça fait automatiquement penser à Interstellar. Toujours sublimé par la photographie et son directeur photo Hoyt van Hoytema qui maintenant bosse avec Christopher Nolan, il me semble, depuis Interstellar, il me semble. Je crois que soit c'était son dernier film, soit c'était son avant-dernier film, mais il me semble que avant c'était Wally Pfister, et depuis il me semble que c'est Hoyt van Hoytema. Soit il a bossé à partir de Tenet, soit à partir de Dunkerque. Je crois que c'est à partir de Dunkerque. Mais c'est exceptionnel ce qu'il a réussi à faire, encore une fois, au niveau de la photographie. C'est tellement beau et en même temps, c'est sale, c'est glauque, c'est poisseux. C'est aussi un film d'espionnage. C'est un film d'espionnage parce qu'on est à la fois dans l'Amérique de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout l'Amérique post-Seconde Guerre mondiale avec la chasse au coco. Avec la chasse au communisme, l'Amérique du macartisme, l'Amérique de la paranoïa où ils voient des communistes partout. Et c'est bien montré avec ces agents du FBI qui poursuivent. Ça fait penser à un moment donné à X-Files, avec ces agents du FBI qui prennent en photo, qui prennent des notes. Une partie du film est en noir et blanc, l'immense majorité du film est en couleur, mais même quand c'est en noir et blanc, ça prend son sens. Mais c'est surtout un film d'horreur. C'est surtout un film d'horreur parce que vous allez voir, et c'est la seule scène que je vous spoilerai, c'est pas du spoil parce qu'on sait tous que ça s'est passé, quand ils réussissent leur essai
au niveau nucléaire de la bombe H dans le désert du Nouveau-Mexique, sur le site de Los Alamos, quand ils réussissent, quelques jours, quelques semaines avant le lancement des 2 bombes sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945, avant ça, ils font un essai dans le désert. Et on voit sur le visage qu'il y a de la terreur qui commence à s'inscrire. Et quand la bombe est lancée plusieurs jours après sur Hiroshima, Nagasaki, que vous avez tous ces scientifiques qui ont pendant plusieurs années, pendant 3 ans, bossé sur le site, tous ces scientifiques qui l'applaudissent dans un vacarme qui fait penser à Babylone de Damien Chazelle, et je rapproche les 2 films au niveau du montage sonore et au niveau de la musique aussi, parce que c'est 2 films ultra musicaux. Quand vous avez tous ces gens-là sur leur visage filmés en gros plan, un petit peu à la manière d'un freak show, c'est-à-dire d'un cirque d'abomination visuelle, de monstres de cirque Barnum, que vous avez sur le visage de tous ces scientifiques les rires, et que vous voyez Oppenheimer en train de prendre conscience de l'horreur de ce à quoi il a participé et qu'il a en partie initié. Et il imagine ces corps de Japonais calcinés à l'état de charbon, et que vous voyez ces gens se féliciter d'avoir réussi. Vous prenez la conscience de l'horreur de la situation. Et en cela, c'est un film d'horreur bien plus flippant que n'importe quel film d'horreur avec de l'aspect fiction grotesque. Parce que là, c'est quelque chose qui a réellement existé. Quand les 2 bombes atomiques ont atterri sur la tête des Japonais, et qu'il y a instantanément des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont été réduites à l'état de charbon, à l'état de cendre, encore pire que Pompéi. Et quand vous vous dites qu'il y a des mecs comme Truman, joué par Gary Oldman, qui est méconnaissable, enfin, qui est encore une fois, de toute façon Gary Oldman, lui aussi c'est pareil, c'est un acteur exceptionnel. Gary Oldman qui joue Truman, quand vous le voyez dans son dialogue, et que vous voyez qu'il est content de détenir le pouvoir de l'arme nucléaire, et il sait exactement ce qu'il a fait, hein. Il sait exactement que ça a fait des dizaines de milliers de morts, mais il veut toujours plus de pouvoir, il veut toujours plus de cette menace sur les autres pays, sur les autres nations. Vous prenez conscience de l'horreur de la situation, de l'horreur aussi de la politique, et de l'horreur de la soif du pouvoir. Il y a quelque chose de quasiment diabolique chez les présidents, et notamment chez ce président Truman, mais pas seulement chez tous ces gens de pouvoir pour qui ces centaines de milliers de Japonais ne sont que des chiffres, ne sont qu'une manière d'asseoir leur pouvoir. Mais attention, faut pas juger que les Américains, hein, parce que les Allemands nazis auraient fait la même chose, et Poutine est en train de faire la même chose, même s'il n'a pas enclenché le bouton nucléaire. Ces gens-là jouent avec des outils qui les dépassent. Et en fait, ils se prennent pour Dieu, tout simplement. Ils ont la puissance divine entre les mains, puissance divine entre guillemets, hein, la puissance réellement divine est sans comparaison. Mais ils ont une puissance divine entre les mains, et ils jouent avec celui qui a la plus grosse, quoi. C'est flippant. Et c'est flippant aussi de voir que la science, et c'est un des messages du film, les recherches scientifiques peuvent être dévoyées pour faire des choses monstrueuses. On peut prendre les bonnes intentions de scientifiques et les transformer en choses inhumaines. Ces scientifiques, pour certains, qui sont quand même aveuglés par leur sens du patriotisme très mal placé, leur nationalisme exacerbé, hein, où ils doivent prêter allégeance constamment parce qu'on est dans l'Amérique où on ne doit surtout pas être communiste. Bon, après, je suis pas là pour défendre les communistes. Mais voilà, où les mecs prêtent allégeance à la nation américaine, j'aime mon pays plus que tout. C'est là où on voit que l'amour pour le pays peut être quelque chose d'extrêmement... Oui, moi je dis, il y a une dimension diabolique là-dedans. Même si certains me diront, oui, mais non, tu peux pas dire ça. Si, si, dans le patriotisme, quand on le place de manière aveuglée au-dessus de tout, il y a quelque chose de diabolique là-dedans qui amène à des actions inhumaines. Donc, c'est tout ça, le film de Christopher Nolan. C'est pas seulement un film bien réalisé, c'est pas seulement un film brillamment écrit et interprété
avec des tas d'acteurs, Josh Hartnett, Matt Damon, Emily Blunt, qui est elle aussi époustouflante, Florence Pugh, qui est très troublante. C'est peut-être d'ailleurs le seul Christopher Nolan, ou un des seuls Christopher Nolan où il y a du sexe dans le film. Bon, il n'y en a pas énormément non plus. Et c'est Florence Pugh qui a des scènes de sexe. Mais c'est un film qui est crépusculaire. Crépusculaire dans ses couleurs, dans ce qu'il raconte. Et plusieurs fois dans le film, des personnages disent nous sommes au tournant, nous sommes à un tournant de l'humanité, le monde ne sera jamais plus comme avant. Et on sent en fait que beaucoup de personnages de ce film ont été des pions au service d'une partie d'échecs qui n'est toujours pas terminée, mais qui sera bientôt terminée quand on arrivera à la chute de notre civilisation humaine dans pas très longtemps, au XXIe siècle, parce que le monde ne va pas continuer tel qu'il est. Mais on sent que voilà, c'est une partie d'échec et à ce moment-là, au moment où ils ont enclenché la bombe à hydrogène et ensuite la bombe, toutes les bombes nucléaires suivantes, ils ont enclenché un pouvoir qui fait qu'aujourd'hui, on peut pas aller au-delà de la bombe nucléaire et c'est, je crois, je sais plus quel personnage dit ça, oui, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ils vont dire on va en construire une plus grosse. Aujourd'hui, ils ont construit la plus grosse bombe nucléaire qui soit, elle est entre les mains de Vladimir Poutine. Mais ce serait signer la fin de l'humanité, parce qu'avec les retombées radioactives, plus le fait que toutes les autres nations entreraient dans un conflit nucléaire, ce serait la fin de l'humanité. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle menace, c'est l'intelligence artificielle, et pour ça, James Cameron, et en ce moment c'est dans l'actualité, il y a d'ailleurs un article où il a parlé, il a fait une interview, il nous a averti avec Terminator 1 et Terminator 2, non pas que l'intelligence artificielle va devenir autonome, mais l'intelligence artificielle au service de la guerre. Et ça, c'est la prochaine étape, c'est-à-dire le nucléaire dirigé par une intelligence artificielle. Je pense pas qu'on arrivera jusqu'à là. Je pense pas qu'on aura le temps de voir l'intelligence artificielle prendre le dessus sur l'humanité, parce que avec toutes les catastrophes écologiques, climatiques, plus toute la dépravation et la décadence morale de ce monde, une bonne partie de l'humanité se sera éteinte avant. Et c'est pas forcément une mauvaise chose quand on voit l'humanité ce qu'elle est devenue, mais bon, c'est pas voilà, moi je suis pas en train de dire tant mieux si tout le monde meurt, c'est pas ce que je dis, mais je dis que les humains n'ont que les conséquences de leurs actes. Ceci dit, voilà, le jour où Oppenheimer a vu que l'essai nucléaire, l'essai de la bombe H a marché, ça a enclenché une marche du monde qui ne pouvait aller qu'à sa fin. Et tout le monde l'a bien compris et on sent en fait que ceux qui tirent les ficelles, c'est les politiques de ce monde, même si moi personnellement je serais tenté de vous dire que c'est au-dessus d'eux, c'est des forces qui les dépassent, mais bon, soit. En tout cas, ce film vraiment montre la réalité de l'Amérique qui a eu le pouvoir, un pouvoir de Dieu entre les mains et tout ce que ça a fait comme conséquence. Rien que pour ça, exposé en 3 heures avec force détail des personnages qui sont... Il y a certains personnages qui sont détestables, il y en a d'autres qui sont profondément respectueux et respectables. C'est un festival d'interprétations toutes plus parfaites les unes que les autres. Et enfin, je terminerai cette vidéo qui est déjà très longue sur la musique. Ludwig Göransson s'est hissé au niveau de Hans Zimmer avec Interstellar et au niveau de Justin Hurwitz avec Babylone. La bande originale de Babylone était formidable. Et ici, on est entre dans un mix entre Babylone au niveau de la musique, entre Babylone de Damien Chazelle et Interstellar de toujours Christopher Nolan. La musique est parfaitement adaptée, elle monte crescendo et le montage sonore avec ce métronome que l'on entend, ce tic-tac qui fait toujours plus monter le climax et qui arrive à stresser le spectateur. Et ce montage sonore au niveau des explosions qui font trembler, moi je vous dis, hein, la salle en tremblait, les sièges en tremblaient, c'était impressionnant. C'est calme et d'un coup ça pète, mais quand je vous dis que ça pète, c'est violent. Tout ce montage sonore associé à cette musique de Ludwig Göransson, qui avait déjà fait une très bonne bande originale sur Tenet, mais c'était pas encore au niveau d'Hans Zimmer sur les autres films de Nolan,
Là, Ludwig Göransson, il nous livre une bande originale formidable. Tout ça fait que ce film, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Et quand bien même j'aurais des choses à lui reprocher, ce qui n'est pas le cas, je me garderai bien de le faire parce que, encore une fois, quand on a le génie de Christopher Nolan, je pense que n'importe quel youtubeur et critique presse professionnel, pour ce que ça vaut, la presse professionnelle cinématographique, je pense qu'il faut garder un peu de modestie et reconnaître que ici, Christopher Nolan rend une véritable hommage au cinéma. Et si tous les réalisateurs, mais ce ne sera pas le cas, mais si tous les réalisateurs nous livraient des masterclass absolues du niveau de Christopher Nolan, plutôt que des bousasses comme Barbie ou des bouses visuelles comme The Flash, ou tout ce genre de films de super-héros qui aujourd'hui, moi personnellement, j'en peux plus, c'est l'overdose, DC Comics, Marvel, et tout ce genre de divertissement qu'on a vu 1 million de fois. Si on avait des films du niveau de Christopher Nolan ou Damien Chazelle, parce que Oppenheimer et Babylone, ce sont les deux plus grands chefs-d'œuvre de l'année pour moi, je pourrais vous dire que j'ai gardé foi dans le cinéma et que je suis toujours aussi amoureux du cinéma. Malheureusement, c'est trop rare des films comme ça. Heureusement qu'on les a, heureusement qu'on a aussi Christopher McQuarrie avec Tom Cruise pour l'émission Impossible. Mais ça fait trop peu de films pour qu'aujourd'hui j'ai gardé mon amour du cinéma, sachant que Tarantino, son prochain film sera le dernier. Faut espérer que Christopher Nolan continue un maximum de temps. Faut espérer que ces grands artisans du cinéma continuent de nous livrer des chefs-d'œuvre encore longtemps, parce que sans eux, aujourd'hui, le cinéma est bien fade. Alors oui, le film fait 3 heures, j'ai pas vu passer le temps, et je vais y retourner, c'est une certitude. Avant la fin du mois de juillet, je serai retourné voir Oppenheimer, parce que avec les films de Christopher Nolan, il y a quelque chose qui se passe. Quand je termine de voir le film, j'ai envie de le voir à nouveau. Et ça me le fait pas souvent. Ça me le fait avec les films de Tarantino, ça me le fait avec les films de Nolan, ça me le fait avec les films de Chazelle. Ça me le fait jamais ou très très rarement avec des films de super-héros. Pour moi, ici, on est sur du cinéma, dans tout ce qu'il a de plus authentique, dans tout ce qu'il a de plus prestigieux, dans tout ce qu'il a de plus honorable. C'est un chef-d'œuvre absolu, instantané. Je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film. Foncez. Écoutez pas les mauvaises langues qui vont vous dire que Christopher Nolan ne sait pas écrire un film. Ces gens-là ne savent même pas écrire une vidéo. Alors c'est dire, foncez. Allez voir Oppenheimer. Vous prendrez une leçon d'histoire, une leçon de cinéma, une leçon de vie. Merci Christopher Nolan et sa femme Emma Thomas qui produit ces films. Faut pas l'oublier. Merci d'exister. Merci d'être là au cinéma pour nous livrer des œuvres qui sont millimétrées à la perfection, au millimètre près. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un live où on va débriefer avec des invités Oppenheimer dans toutes ces lignes, les grandes lignes, les petites lignes. D'ici là, j'aurai eu le temps de voir peut-être une deuxième, une troisième fois Oppenheimer et on pourra vous en parler et débriefer tout ça parce que ce film est tellement riche qu'il mérite plusieurs visionnages. Merci à toutes et à tous, bonne soirée, portez-vous bien et ciao tout le monde.